Le dessin animé a la dure réputation d'être destiné exclusivement aux enfants. Même si ça fait des années qu'on prouve le contraire avec Akira, Rick et Morty, South Park, Invincible ou Primal, ce média peine à se faire respecter par les audiences matures, et rares sont ceux qui parviennent à entrer dans la culture populaire et à rencontrer un succès mérité. Et en tant que spectateur, j'avoue que je suis moi-même rarement curieux vis-à-vis des dessins animés. C'est toujours agréablement surprenant quand je découvre une série animée qu'on m'a conseillée, mais je vais rarement moi-même me diriger vers ce genre de médium quand je cherche un programme. Comme si je risquais de ne pas être assez investi dans l'intrigue parce que l'histoire est plus courte, ou de réussir à connecter avec les personnages parce qu'il n'y a pas de comédien filmé. Je sais que c'est vieillot de penser comme ça, mais ce raisonnement plus l'abondance de programmes qui existent, on est obligé d'être très sélectif avec ce qu'on regarde. Mais un jour, avec le reporter, on a eu une discussion en stream avec le capitaine du Nexus 6. Et celui-ci nous a appris l'existence d'un dessin animé très intriguant. Je trouve qu'en cinéma SF ces derniers temps, j'ai vraiment du mal à être emballé. Même en série, en livre, ça continue à être très bon, il y a plein de choses qui me plaisent, mais... Et en SF, si, il y a quand même, bon là je spoil un peu parce que je prépare l'épisode dessus, mais Scavenger's Reign, que je vous conseille. Oh. Connaissant les goûts exigeants du capitaine, on s'est intéressé à cette série animée dont on n'avait strictement jamais entendu parler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçu avec le chroniqueur. En surface, Scavenger's Reign est un dessin animé de science-fiction plutôt attractif. C'est joli, bien dessiné, avec une belle palette de couleurs douces et vibrantes. Je suis moi-même un énorme fan de Subnautica, donc imaginez le plaisir que j'ai eu à découvrir ces créatures et cette végétation luxuriante et originale. Ça parle de cannibalisme, de manipulation des émotions, de dieux cosmiques, de champignons qui altèrent le fonctionnement de nos machines, de parasites qui contrôlent nos organes. Et ce n'est que ce qu'on voit en surface. Alors montez dans vos capsules de survie et accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Scavenger's Reign. Vous êtes un employé d'une gigantesque firme qui s'étend dans la galaxie, Altera Corp. Vous menez votre petite vie de technicien à bord de l'Aurora, un vaisseau qui parcourt la galaxie afin de construire des portails pour la traverser plus vite. Et alors que vous faites un de vos plus longs voyages vers un système éloigné, l'Aurora subit une avarie désastreuse. Vous avez tout juste le temps de vous faire éjecter dans une capsule de survie et d'atterrir sur la planète la plus proche. Et alors que votre capsule pénètre l'atmosphère de la planète, vous perdez connaissance. Vous vous réveillez en plein milieu de l'océan, sur une planète sauvage répondant au doux nom de 4546b. À bord de votre capsule de survie, et avec pour seul équipement ce qui se trouve à l'intérieur, vous allez devoir survivre au milieu d'un environnement infiniment différent de tout ce que vous connaissez. À commencer par le fait que la terre ferme n'est désormais plus qu'un lointain souvenir. Ça, ce sont les premières minutes du jeu Subnautica, qui représentent parfaitement ce que j'ai ressenti en découvrant cette série. À plusieurs reprises, on fera des comparatifs avec ce jeu, car il y a de nombreux points communs dans la direction artistique, la survie des personnages aussi, et la façon dont sont racontées les histoires à travers l'environnement. Car dans cette série de science-fiction, nous suivons également les aventures de 3 groupes de personnages qui se sont récemment écrasés sur une planète, avec un fonctionnement radicalement différent de celui de la Terre. Nos protagonistes vont devoir trouver un moyen de rentrer chez eux, et devoir affronter la faune et la flore de Vesta, la planète sur laquelle ils se sont échoués. Le premier groupe est constitué de Sam et Ursula, respectivement le capitaine et la biologiste du Déméter, le vaisseau qu'ils ont dû abandonner. Sam est un ingénieur qui trouve plein d'astuces pour utiliser les éléments de cette planète. Ursula, elle, consacre son temps à l'observation et l'étude de la vie sur Vesta. Grâce à leur compréhension des différents spécimens, Sam et Ursula parviennent à réparer un module de commande qui va attirer le Déméter sur Vesta. Ainsi, ils pourront réveiller le reste de l'équipage et remettre en état le vaisseau pour rentrer chez eux. Ce premier groupe de rescapés a des opinions et des expériences sur ces planètes qui sont radicalement opposées. Ursula semble émerveillée par les spécimens, tandis que Sam passe son temps à subir les dangers de cette planète. Et ce n'est pas juste que c'est un boulet ou alors parce qu'il cherche la merde, non. On dirait vraiment que Vesta a une dent contre lui et fait tout pour le tuer. Le deuxième groupe est constitué de Asie et Levi, une technicienne et un robot d'assistance. Les Levi sont des machines logistiques avec une intelligence relativement rudimentaire. Cependant, il se passe quelque chose d'étrange avec cette Levi. Une espèce de champignon semble s'être répandu dans son système interne et ça affecte visiblement son comportement. Autre aspect notoire, ce personnage a la voix d'une ingénieure du nom de Fiona, un détail très important pour sa connexion avec d'autres personnages. Asie n'est pas super fan de Levi au début. Elle ne le voit que comme un outil dont elle dépend et qui agit de plus en plus de manière imprévisible. Asie, elle, est à la recherche d'un moyen de quitter Vesta et semble avoir un plan bien précis en tête. Revendre Levi pour s'acheter une moto et prendre sa liberté dans un autre monde. Enfin, nous avons le troisième groupe, Cayman et Holo. La relation la plus perturbante de Scavenger's Reign. Cayman était piégé dans sa capsule de survie lorsqu'il a été sauvé par une des créatures de Vesta. Contrairement aux autres groupes, Cayman a l'air complètement perdu et dépourvu de compétences de survie.
Mais heureusement, la créature qui l'a sauvé possède des capacités télékinésiques et télépathiques, et l'a choisi comme animal de compagnie. Oui, je parle toujours de Cayman, il est devenu l'animal de compagnie de Holo qui l'hypnotise en le nourrissant grâce à cette sorte de liquide noir. Une fois sous son contrôle, Cayman a des visions réconfortantes de son passé et part lui chercher de la nourriture. Holo s'adresse à Cayman directement avec les souvenirs de sa femme Fiona, une des scientifiques qui faisait partie de l'équipage du Demeter et qui a eu une influence dans la conception de Levi. Vous vous en doutez, ces trois groupes vont finir par se croiser dans leur quête commune de fuir cette planète, et on va en apprendre plus sur leur passé commun à bord du Demeter. Ils travaillent pour le compte d'une société appelée sobrement la Compagnie, avant que le Demeter subisse un mystérieux accident qui les a fait finir sur cette planète. On disait plutôt que Vesta avait un fonctionnement très différent de la Terre. Une des raisons, c'est le fonctionnement des chaînes alimentaires. Sur Terre, c'est globalement les plus grosses espèces qui mangent les plus petites, et les plus petites qui parasitent les plus grosses. Sur Vesta, les espèces avalent et régurgitent pour se nourrir et nourrir les autres espèces. C'est très important car ça rend les différentes créatures interdépendantes. Ça implique notamment que dans cet environnement, la nature donne autant qu'elle prend et inversement. Au fil des épisodes, on comprend que la symbiose est une des thématiques majeures de Scavenger's Reign, qui est véritablement au cœur de l'œuvre et qui permet de la rendre si unique. Parfois, on parlera de liens forts entre des créatures de différentes espèces qui coexistent pour survivre. Parfois, on parlera simplement d'utiliser tout ce que la nature offre pour subsister, nourriture, abri, transport. On aura des parasites qui utiliseront des hôtes, des cycles de vie complets reliant la faune et la flore, etc. Ce système peut nous rappeler celui d'Avatar, qui montre constamment la symbiose entre les Na'vi et la nature. Et Scavenger's Reign a une autre approche, beaucoup plus crédible et clairement moins manichéenne. Ouais, puis ça va bien 2 secondes, là, les grands schtroumpfs qui connectent leurs cheveux en USB avec la nature. En mai 2019, Charles Whitner et Joseph Bennett sortent une petite pépite d'animation sur YouTube, Scavengers. Ce qui deviendra par la suite la série que nous connaissons maintenant, n'était à la base qu'un petit court-métrage d'animation disponible gratuitement et qui avait clairement de plus grandes ambitions que ça. Tout le principe du court est de montrer l'ingéniosité des survivants qui ont compris un environnement foncièrement alien pour accomplir leurs tâches. C'est d'ailleurs de ces personnages que seront inspirés le groupe de Sam et Ursula. À travers cet enchaînement de plus en plus absurde, on peut cependant observer toute la complexité d'un écosystème symbiotique dont les humains tirent parti sans forcément respecter cette nature étrange. Au moment de la rédaction de ce script, Scavenger's Reign n'a qu'une seule saison de 12 épisodes d'une vingtaine de minutes. C'est brillamment écrit et réalisé, l'animation est absolument somptueuse, et on peut notamment y déceler l'influence du style de Moebius dans Metal Hurlant. Et ça tombe bien, parce que cette vidéo est sponsorisée par Metal Hurlant. C'est d'autant plus intéressant que, comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo, on va parler d'horreur cosmique, alors que le nouveau Metal Hurlant est un spécial Lovecraft. Qui de mieux que le créateur de Cthulhu lorsqu'on veut parler de ce sous-genre de la science-fiction et de l'horreur. Vous le savez, sur cette chaîne, on est très fan de l'auteur de Providence. Si comme nous, vous aimez son univers et le beau dessin, on a un plan incroyable pour vous. Metal Hurlant nous a envoyé son dernier numéro, celui sur Lovecraft. Vous n'imaginez même pas à quel point on était heureux de démarrer la rentrée avec une revue entière de bandes dessinées et d'articles sur l'univers de notre auteur favori. C'est le 12e numéro du magazine et il contient 29 histoires courtes et originales créées par des auteurs contemporains. Comme Scavenger's Reign, on a des expéditions dans des lieux cryptiques, des créatures dont l'existence défie les lois de la physique et des protagonistes horrifiés par leur découverte. Il y en a pour tous les styles. On peut retrouver du dessin en noir et blanc avec un trait réaliste qui file des vertiges cosmiques, ou encore du dessin plus orienté horreur burlesque avec un look rétro qui rappelle les films de Stuart Gordon. On a également des portraits de créateurs et des interviews comme celle de François Baranger, un des plus célèbres illustrateurs des adaptations de Lovecraft. On n'a plus aucune objectivité avec ça, mais jusque-là, pour nous, c'est le meilleur tome de Metal Hurlant. Les humanoïdes associés ont mis la barre très haute avec cette revue trimestrielle, qui d'ailleurs va bientôt fêter ses 50 ans, et ça annonce du très très lourd. Si ce tome vous intéresse, sachez qu'il est disponible dans la plupart des kiosques et librairies pour seulement 19,95 €. C'est déjà un excellent prix pour une revue de presque 300 pages, mais vous pouvez économiser jusqu'à 20% si vous vous abonnez à la revue. Et on vous rappelle que Metal Hurlant va bientôt fêter ses 50 ans, donc préparez-vous à du très très lourd. Ce numéro est incontournable si vous êtes fan d'H.P. Lovecraft, donc n'attendez pas qu'il ne soit plus disponible pour vous le procurer. Et pour continuer sur l'horreur cosmique, revenons à Scavenger's Reign. Comme sur notre vidéo pour The Talos Principle, il est très important que vous découvriez cette série avant de regarder cette transmission. Et c'est pas tant qu'il est important de découvrir l'histoire par vous-même, mais c'est surtout que Scavenger's Reign est une série qui a énormément de mal à avoir de la visibilité sur les plateformes sur lesquelles elle est lancée. Au moment de cette transmission, Scavenger's Reign est passé sur Netflix, mais ne bénéficie d'aucune mise en avant. Donc, pour soutenir l'animé, on pense que c'est important que vous le regardiez. Mais également parce qu'il y a un premier degré de lecture qu'il faut avoir lorsqu'on découvre la série. Donc si vous le pouvez, allez voir ça très vite et revenez ici pour profiter de l'analyse.
promis, vous ne le regretterez pas. Scavenger's Reign est un dessin animé qui s'apprécie surtout au second visionnage, car une fois qu'on a appris les codes de la planète et qu'on connaît l'histoire de chaque personnage, il y a un nouveau degré de lecture qui donne un sens à tout ce qu'on voit dans la série, à commencer par le groupe de Cayman et Holo. Au début de l'histoire, Cayman semble profondément meurtri par sa situation, ce qui semble normal s'il est enfermé dans sa capsule depuis des jours. D'ailleurs, le comédien Ted Travelstead qui joue Cayman est saisissant dans son interprétation. I'm here. I'm right here. I agreed to go on this trip with you. What more do you want from me? On croit à sa folie et on ne peut s'empêcher d'avoir la peine pour lui. Lorsque Holo trouve sa capsule, son premier réflexe est de se jeter dans le vide. Au départ, on pourrait penser que c'est parce qu'il est pressé de sortir et qu'il a juste une réaction cartoonesque en se plongeant dans le vide. Mais quand on a vu toute la série une première fois, on comprend que Cayman veut mourir. On comprend qu'en fait, Cayman ne cherche pas à s'enfuir. Il cherche à se tuer. Ce personnage a un énorme poids sur la conscience et Holo va l'aider à le soulager en échange de nourriture. Avec Cayman, ils vont s'entraider. Ce dernier doit lui trouver de la nourriture et en échange, Holo le protège de sa maladresse et le nourrit avec cette espèce de goudron qui a l'air d'activer ses récepteurs de dopamine. Alors que Cayman cherchait d'abord à se tuer, Holo ravive des souvenirs positifs en s'introduisant dans sa psyché. C'est d'ailleurs une mécanique assez similaire à l'épisode Derrière la faille de Love, Death, Robot. Vous savez duquel je parle, si vous l'avez vu. Au passage, on y découvre aussi les hallucinations que Holo lui fait voir. Il associe le bonheur à Fiona avec qui il partageait sa vie. Fiona, on en parlait tout à l'heure, puisque Levi a sa voix et peut-être un peu de sa personnalité. Ça nous permet également de voir quel genre de relation il entretenait avec elle. Un peu comme pour Je suis une légende, on apprend à connaître Cayman sans qu'il soit amené à dialoguer avec d'autres personnages qui peuvent lui répondre à proprement parler. De la même manière, on a un peu l'impression que c'est un moyen pour eux de communiquer ensemble. Holo utilise le souvenir de Fiona pour lui faire comprendre ce qu'il pense. Dans ses flashbacks, il se dispute avec Fiona pour des raisons bêtes, se montre antipathique avec ses collègues, et il force même un technicien à changer la destination du Déméter, et ce, malgré les avertissements de Sam de s'aventurer sur cet itinéraire. On comprend donc que c'est en fait à cause de Cayman que le vaisseau a été frappé par un vent solaire, obligeant tout l'équipage à fuir pour finir sur Vesta. On découvre une nouvelle facette de Cayman, une facette égoïste, avide, lâche. Ces traits, malheureusement, on va les retrouver chez Holo qui va s'en imprégner. Cayman, qui n'est pas franchement le meilleur cueilleur de Vesta, se rend compte qu'il serait même plus facile d'aller tuer les autres animaux à coups de pierre que d'aller cueillir lui-même. Il présente la viande à Holo, qui n'a vraisemblablement jamais eu à manger autre chose que des fruits. À partir de là, tout va dégénérer. Si pour les autres personnages la planète est une terre d'exploration et de mystère, Cayman est certainement celui qui s'adapte le moins à cet environnement. Il est ici car il a pris la décision égoïste de rediriger l'équipage à sa convenance, poussant le vaisseau vers le désastre anticipé par Sam. Il subit donc le poids de ses erreurs en étant piégé ici. On a d'ailleurs une phase où il voit une sorte de blob de visage se former devant lui, prenant la forme d'une planète et représentant les vies qu'il a gâchées, dont celle de sa compagne Fiona. Comme si ça ne suffisait pas, on voit un dernier flashback où il prend la dernière capsule de survie et découvre avec horreur que Fiona est restée piégée sur le vaisseau. Il est éjecté, abandonnant l'amour de sa vie derrière lui. Lors du premier visionnage, on ne fait que découvrir la relation que Cayman a avec cette femme. Mais lorsqu'on connaît la responsabilité de Cayman dans son destin, ses apparitions prennent un sens beaucoup plus dramatique. Fiona est un personnage bon, patient et charitable avec Cayman qui semble avoir des qualités complètement opposées. C'est lui qui a initialement incité Fiona à le rejoindre sur le Déméter, qui a causé le changement de trajectoire du vaisseau et qui l'a abandonné lors de l'évacuation. Fiona est juste morte parce que Cayman ne pouvait pas attendre quelques minutes de plus pour sauver sa propre vie. Et cette culpabilité, il doit la porter pour le reste de la saison. Cayman est dans un enfer qu'il a lui-même créé. Et cet enfer, on le voit notamment prendre forme quand Holo commence à prendre goût à la viande et à tuer lui-même certaines proies. Pire encore, il n'hésite pas très longtemps avant de manger ses propres congénères. Il grossit à vue d'œil. Il devient vraiment énorme. Si effectivement chasser fait partie de la vie sur Vesta, on assiste à une violence nouvelle, une violence humaine. C'est le même constat sur la série animée Primal, là aussi une exceptionnelle série d'animation destinée aux adultes. Dans Primal, on se questionne constamment sur la violence nécessaire pour se défendre, pour survivre, se nourrir, mais qui n'empêchera pas de respecter son environnement, la chaîne alimentaire ou le cycle naturel de la vie, comme nous le montrait très bien l'épisode 3 de la saison 1. Mais à partir de la saison 2, on voyait la civilisation humaine, la violence non plus amorale, mais la cruauté, la haine, ces sentiments bien humains. La relation symbiotique entre Holo et Cayman se transforme petit à petit en relation parasitaire, et Cayman infecte progressivement Holo avec sa propre cruauté et son avidité. Une relation un peu similaire à celle de ces deux-là, c'est celle de Yacoub et Anoush dans le film Spaceman avec Adam Sandler. Un petit film de SF fascinant qui met en scène un astronaute en quête d'un phénomène cosmique et qui découvre un passager clandestin aussi étrange que terrifiant.
Yacoub est dans une relation compliquée avec sa femme, toujours sur Terre. Il a un comportement excessivement toxique envers elle, et Anoush cherche à comprendre pourquoi il agit et se comporte comme ça. Un peu de la même manière que Cayman est toxique et égoïste avec Fiona, Holo le met face à ses responsabilités. Cayman et Yacoub sont tous les deux malhonnêtes, immatures et irresponsables, et ce sont finalement des êtres extérieurs à ces concepts qui vont les confronter. En ce qui concerne Cayman, son immaturité et son incapacité à affronter ses responsabilités va tellement loin qu'il abandonne tout effort et retourne littéralement à l'état fœtal sous la protection de Holo. D'ailleurs, on commence à voir que ce dernier semble avoir établi une sorte de lien avec Fiona, à mesure qu'on en apprend sur ce qui lui est arrivé. Holo entre dans la tête de Cayman qui a refoulé cette partie de son passé, et c'est la créature qui va vers le Déméter pour enfin savoir ce qu'elle est devenue. Et dans le même temps, Cayman devient de plus en plus un parasite, et on peut voir Holo faiblir et avoir de la fièvre. L'humain est un corps étranger et semble briser la symbiose entre les deux personnages qui étaient pourtant unis par un passé commun. Cayman se faisait marcher dessus par Sam, tandis que Holo se faisait marcher dessus par un congénère plus imposant. On peut même se demander si le symbiote ne se nourrissait pas du désespoir de Cayman, puisque cette symbiose prend fin lorsque l'humain décide de se reprendre et de faire face à ses responsabilités. Un autre détail qui se remarque surtout au second visionnage, c'est l'une des dernières hallucinations de Cayman. Après une dernière confrontation avec les souvenirs de Fiona, il fuit la carcasse du Déméter, comme il l'avait fait lors de son abandon, et se voit traverser l'atmosphère de la planète à toute vitesse, et comme on le voit pour les capsules de sauvetage dans les génériques. On peut se dire qu'il s'agit de remettre les pieds sur Terre, ou faire face à des problèmes réels et plus terre à terre. Holo est une créature étrange, car il est à la fois une figure de nourrisson, lorsqu'il dépend de Cayman pour se nourrir, et une figure maternelle, lorsqu'il l'accueille dans son ventre. À la toute fin, Cayman est muet et en parfaite harmonie avec la nature. Même si on sent qu'il n'a pas encore trouvé la paix, ses erreurs sont trop graves pour qu'il puisse mener une vie normale aussi vite. Mais il semble avoir trouvé une sorte d'équilibre en prenant soin de cette planète qui lui a fait reconnaître et affronter ses torts. Désormais, il ne semble plus être guidé par l'égoïsme, mais simplement par l'amour de la nature. Le format animé permet de vraiment communiquer ces concepts qui pourraient pourtant nécessiter du dialogue dans du live action. On y comprend d'abord la quête et les enjeux, mais aussi finalement leur perception du monde et leurs relations. On y retrouve beaucoup le registre des films d'animation des studios Ghibli, notamment de Princesse Mononoke. Il y a 2-3 scènes qui me font pas mal penser à Akira d'ailleurs, surtout le moment où Ursula hallucine et s'imagine infectée par des spores et perd ses boyaux. On retrouve une séquence similaire lorsque le personnage de Tetsuo hallucine et s'imagine perdre ses tripes. D'ailleurs, et comme ça fait un moment qu'on ne l'a pas mentionné, le design simpliste de Holo rappelle pas mal certains designs présents dans Subnautica. On pourrait presque y voir sa version aquatique dans le câlineur, avec qui on peut vraiment se lier dans le jeu. C'est d'ailleurs le seul poisson avec lequel on peut avoir une telle relation. S'il y a également d'autres aspects sur lesquels on va pouvoir retrouver Subnautica, sachez tout de même que visuellement, on retrouve énormément de similitudes à Scavenger's Reign dans des jeux comme Astroneer, No Man's Sky et Osiris New Dawn. En tant que jeu de survie, Subnautica fonctionne selon les mêmes règles que Scavenger's Reign. On doit explorer pour trouver des ressources qui nous permettront d'améliorer nos équipements, nos outils et notre survivabilité afin d'aller toujours plus profond. On apprend à connaître notre environnement, à le respecter et à le comprendre. De la même manière que les survivants du Déméter, on se surprend à connaître les crafts par cœur et à utiliser nos ressources instinctivement avec une incroyable efficacité. On apprend carrément à dompter notre environnement, jusqu'à l'inconnu. Si les mécaniques sont simples, ramasser, couper, crafter, construire, elles servent un but précis et ne s'encombrent pas des mécaniques parfois un peu fastidieuses d'autres jeux de survie qui consistent à taper un caillou ou un arbre pendant 2 minutes pour obtenir un nombre de ressources donné. Mais ça, c'est aussi parce que le jeu se passe sous l'eau et que chaque seconde d'oxygène compte. Toutes ces astuces de survie et l'exploitation de l'environnement, elles sont utilisées par le prochain groupe qui va nous intéresser, Sam et Ursula. Au début de la série, le Déméter est toujours en orbite. Et le but de Sam et Ursula est de le faire atterrir pour potentiellement quitter cette planète à bord d'une navette. Ils utilisent l'équipement disponible de leur capsule, ainsi que des formes de vie indigènes pour fabriquer un transmetteur. Dès le début, on montre que la flore a une étrange compatibilité avec la technologie humaine. Là encore, au-delà de l'apparence des capsules de survie, on retrouve énormément des principes de Subnautica. On commence avec des outils de base disponibles dans la capsule de survie, puis on apprend à utiliser l'environnement pour compléter les limites de nos outils. Apprendre n'est pas un luxe, c'est la seule règle pour survivre. Et on le ressent bien quand on observe les deux profils. Ursula est constamment en train de prendre des notes, dessiner et apprendre de son environnement. Sam est, lui, pragmatique et ne se fie qu'à ce qu'il comprend. Il ne cherche pas à rentrer en connexion avec la nature, il exploite simplement la nature pour la fuir. Il trouve une utilité fonctionnelle dans de nombreux éléments de cette planète et pourtant, il la déteste. Il a du mal à se confronter à l'inconnu. Il refuse de percevoir la beauté de ce monde qui est au cœur de tout ce qui lui cause du tort. Le problème, c'est que plus il s'oppose à Vesta, plus elle lui rend. Et on le voit constamment en prendre plein la gueule. Il y a un petit côté stalker avec ses récupérateurs qui arpentent un monde à la fois familier et hors de leur champ de compréhension. Vesta est remplie de petites découvertes qui peuvent être aussi bénéfiques que dangereuses. On a en tête la version de Tarkovsky où le stalker est en symbiose avec la zone, qui a sa propre conscience. Ici, la planète est carrément un personnage.
On passe d'ailleurs beaucoup de temps à l'observer. Il y a beaucoup de plans de transition où on peut juste regarder la faune et la flore évoluer. Comme les survivants du Déméter, on apprend son cycle de vie en observant et non en intervenant. Lorsqu'on observe les personnages utiliser leur environnement de manière incompréhensible, on peut se demander « mais comment ils ont découvert ça ?» Sauf que souvent, ces scènes de transition nous montrent comment l'environnement fonctionne, même si les personnages, eux, ne le voient pas. D'une part, ça nous permet d'anticiper ce qui risque d'arriver aux personnages, mais d'autre part, ça nous permet d'accepter le fait que les personnages ont dû observer des scènes similaires pour comprendre le fonctionnement de la faune et de la flore sur Vesta. Après avoir fait atterrir le Déméter, Sam et Ursula se mettent en route pour en reprendre le contrôle. Sur le chemin, ils croisent autant de beauté que d'horreur. Par exemple, dans le labyrinthe, Ursula assiste au cycle de vie d'une créature. En 1 minute, on la voit naître, fabriquer quelque chose de beau, mourir et finir enterrée. Cette scène est une des plus émouvantes et poétiques de la série. Elle nous rappelle à quel point nous sommes petits et à quel point notre vie est courte, parfois dénuée de sens, et pourtant si belle et impactante sur l'environnement avec la respiration de la créature qui fait mouvoir les troncs de tout le labyrinthe. Comme pour Solaris, les humains ont besoin de donner un sens à quelque chose qui n'en a pas. La vie suit simplement son cours pour subsister, de manière qu'on ne comprend pas en l'occurrence. Ça se ressent ici, mais également dans l'histoire de Sam qui raconte la mort d'un collègue qui avait anticipé ce mauvais présage à la découverte d'un crâne. La nature n'a pas besoin de sens, c'est d'ailleurs quelque chose qui est tourné de façon comique dans le court-métrage. Mais ici on l'assume totalement et on prend le temps d'observer la chose comme le fait Ursula. Pour appuyer ça et aussi pour rappeler qu'on a affaire ici à une violence amorale, on découvre une forme de vie qui s'éloigne en tout point de ce qu'on peut connaître. À mi-chemin entre la faune et la flore, cette forme de vie ponctionne l'ADN de toutes les créatures pour en faire des clones qui vont agir comme des bombes chimiques et vont utiliser les cadavres de leurs victimes comme engrais. Voilà comment fonctionne ce cycle. On a d'ailleurs droit à un immense hommage à The Thing, notamment avec le clone de Sam qui se fait brûler et fait quasiment le même cri que Bennings dans le film. Toujours dans le Lovecraftien, on découvre un nouveau personnage qui remplit tous les critères de la sorcière classique. Pourtant, elle va justement aider Sam. On apprend donc finalement qu'un autre vaisseau s'est crashé sur cette planète et que ses rares survivants n'ont jamais quitté Vesta. Tout comme dans Subnautica, lorsqu'on découvre les traces des survivants du Dégasi, un vaisseau d'Altera qui s'était déjà écrasé ici et dont les survivants n'ont jamais quitté la surface. La sorcière, qui s'appelle en réalité Masha, est ici depuis des décennies. Elle et son mari étaient visiblement tombés sur la planète des années avant le crash du Déméter. On comprend comment le mari a été infecté. C'est encore assez flou, mais le flashback laisse sous-entendre que le tout premier parasite est d'origine alimentaire, après que John ait chassé un animal et que la sorcière l'ait cuisiné. Comme toute chose sur la planète, le parasite semble avoir une influence sur les autres et se nourrit d'eux. Masha a aujourd'hui des connaissances majeures sur l'écosystème de Vesta, ce qui est logique puisqu'elle est là depuis des années, mais c'est potentiellement la divinité qui a résulté du parasite qui lui a offert tout ce savoir afin d'en faire un être plus apte à survivre et attirer d'autres semblables. On peut voir qu'elle prend soin de ses invités, probablement en vue d'en faire des fidèles à la divinité de la grotte. Après que Masha ait transmis le parasite à Sam, celui-ci développe une santé extraordinaire et une obsession pour la fabrication d'une grotte similaire à celle de la sorcière. C'est récurrent dans les œuvres de Lovecraft d'avoir des personnages érudits qui sombrent dans la folie, car ils ont été mis en contact avec une entité d'un autre monde. Comme notamment dans l'Abîme du Temps, l'affaire Charles Dexter Ward, la maison de la sorcière, les rats dans les murs, et celui qui chuchotait dans les ténèbres. Sam récupère des éléments de la nature pour progressivement commencer à fabriquer lui-même la divinité, comme si le parasite et son hôte n'étaient que des serviteurs d'une entité intangible à l'origine inconnue. Au final, ce parasite qui fait littéralement battre le cœur de Sam n'est qu'un outil pour l'obliger à bâtir la grotte et infecter d'autres potentiels hôtes pour servir la divinité. En termes d'horreur cosmique, ça se place là, hein. Sam étant devenu un danger pour Ursula, il consacre au mieux ce qui lui reste de vitalité pour lui permettre de survivre. Malheureusement, malgré son immense volonté, Sam est condamné et finit par accepter son sort si proche du Déméter. Il sait qu'il ne peut être sauvé et que tout ce qui le maintient en vie, c'est le parasite. Pourtant, ce parasite est également ce qui le relie à Vesta. Il ressent la nature comme jamais auparavant. Il est étroitement lié désormais. Même dans ses moments de lucidité, on l'observe en train de voir la beauté de ce monde, notamment devant cet arbre, recouvert d'un curieux champignon qu'on a déjà pu voir sur Lévi. La mort de Sam a quelque chose de doux et triste. Il a passé la série à affronter les pires dangers de cette planète et à faire face aux pires créatures de cet environnement. C'est un ingénieur, pour lui les différents éléments de cette planète n'étaient que des outils pour lui permettre de survivre et avancer. Et parce qu'il ne cherchait pas à s'adapter, la nature lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas juste prendre sans donner en retour. C'est donc sa vie qu'il va donner dans une scène déchirante où il se sépare d'Ursula, avec qui il avait développé une relation paternelle.
Dans ses derniers instants, Sam est conscient que le parasite est en train de le tuer, et qu'il ne peut pas vivre avec l'idée qu'il va devenir quelque chose qu'il ne reconnaît pas. On peut y voir une allégorie de la vieillesse et la fatalité d'une maladie incurable. Dans l'acceptation de son sort, Sam s'arrache le parasite pour mourir dignement. Il pourrait en vouloir à cette planète, mais contrairement à son camarade superstitieux qui se pensait visé par le destin, la nature n'a pas d'intérêt à cibler Sam. Elle ne fait que suivre son cours, et ses mésaventures sont juste la conséquence de son manque d'adaptation. Alors qu'il se vide de son sang, il voit les petites créatures inoffensives faire leur vie. Il fallait que la beauté de la planète soit littéralement sous son nez pour qu'il commence à la comprendre et à l'accepter. Enfin, on a affaire à notre dernier duo, Asie et Levi. Si au début, Levi est perçu comme un outil défaillant par Asie, cette relation va évoluer de façon assez inattendue. Alors qu'elle est plutôt froide et méfiante de l'évolution de Levi, lorsqu'elle comprend que cette dernière prend conscience de sa propre nature, elle réagit carrément positivement. Généralement, dans ce type de configuration, la relation se détériore et une méfiance grandit, mais là non, c'est l'inverse. C'est super rafraîchissant, et surtout ça ouvre une dynamique fascinante entre les deux personnages, en même temps qu'Asie et que Levi elle-même en vérité. C'est saisissant lorsqu'elle se met à fredonner une chanson avec Asie, mais à ce moment-là, lors du second visionnage, il y a quelque chose qui m'a surpris. Elle dit ne pas savoir où elle a entendu cette chanson, juste que ça lui semblait naturel. Pourtant, il y a un moment où on peut voir Asie fredonner cette chanson au deuxième épisode. Sauf que, à ce moment-là, elle est toute seule dans la nature. À partir de là, on peut commencer à spéculer sur le lien qu'entretient Levi à la nature et à quel point elle en est consciente. On sait que dès le premier épisode, son système est déjà recouvert du champignon et certains comportements étranges apparaissent déjà. D'ailleurs, ce champignon est très inspiré du blob, cet organisme, vous savez, unicellulaire, qui apprend et se transmet l'information sans avoir de cerveau. Alors nous, on appelle ça champignon par souci de simplicité, mais ce qu'on sait, c'est qu'il provient des fleurs blanches qui poussent sur les différents cadavres de la planète. Ce qui est sûr cependant, c'est qu'au tout début, Levi vide très vite les ressources du camp. En fait, elle utilise les dernières fusées éclairantes et elle enterre les outils d'Asie, sans raison apparente. Elle-même ne sait pas l'expliquer. De la même manière, les espèces de créatures se mettent à attaquer le camp alors que jusqu'ici, elles n'avaient jamais été aussi agressives. De plus, on voit bien que Levi sentait venir l'embuscade. En tout cas, ses actions semblent pousser Asie et Levi à partir d'ici. La nature ne cesse de communiquer avec Levi et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'Asie apprend à respecter la nature après avoir dépendu d'elle pendant tout ce temps. Elle apprend à respecter la nature autant qu'elle apprend à respecter Levi qui se trouve une conscience propre. Celle-ci fait des rêves, commet des erreurs, a des sensations comme la douleur, le plaisir, et développe même un esprit critique lorsqu'elle refuse qu'on consulte l'état de ses circuits. Après avoir enterré la clé, Levi continue de pratiquer l'agriculture. Pas dans le but d'aider les humains, comme l'exigeait sa fonction, mais par plaisir et pour rendre à la planète ce qu'elle lui a donné, la vie. Malheureusement, Asie et Levi vont faire la rencontre de Hollow lorsque Cayman est à l'intérieur de la créature. De cette confrontation résulte la destruction de Levi. En sachant qu'elle a été créée en partie par Fiona, ça répond probablement à l'instinct de Cayman qui rejette la mémoire de Fiona. Asie est véritablement bouleversée par cette perte. Mais dans Scavenger's Reign, on ne reste jamais seul très longtemps, car il y a un quatrième groupe que Asie va rencontrer. Ce groupe était en train de miner sur la lune voisine quand ils ont entendu le SOS de Asie. Curieux de voir quelles ressources ils vont y trouver, ils décident de se poser sur Vesta. Ce groupe est composé de 3 personnes d'une communauté assez cryptique, mais qui vient vraiment donner du sens au terme de récupérateur. On a Terence, ou Terry, le jeune Barry, et enfin, l'impitoyable Chris. On pourrait croire qu'ils fonctionnent comme une petite famille, mais ce n'est vraiment pas le cas. La relation qu'ils entretiennent a l'air d'être fraternelle, mais elle est en réalité purement pragmatique et intéressée. A noter que ces 3-là semblent répondre à la loi du plus endurant pour déterminer qui est le chef en fonction des planètes sur lesquelles ils vont. Ici, le leader sera Chris, un personnage introduit dans l'obscurité alors qu'elle s'approche de ses camarades. Dès le départ, Chris dit qu'il faut voyager léger pour rester agile et ne pas être ralenti. Pour elle, les autres sont une charge, et elle ne peut pas se permettre de ralentir si ses semblables sont incapables de suivre le rythme. Elle est donc plus susceptible d'abandonner les autres pour avancer. C'est très important car c'est un personnage sans peur qui est guidé par la liberté. C'est ce qu'elle a inculqué à Barry, et c'est également ce qu'elle essaye d'enseigner à Asie lorsque son groupe la rencontre. Sauf que cette dernière est hermétique à ses conseils, et consciente que Chris est prête à privilégier sa liberté à la survie des autres, y compris celle de ses propres camarades. Elle n'hésite d'ailleurs pas à envoyer Barry affronter une créature qu'elle n'arrive pas à combattre elle-même, l'obligeant à achever la créature qui l'a provoquée. C'est comme s'il y avait une forme de méritocratie dans son raisonnement. On mérite les choses qu'on arrive à obtenir, et on doit affronter les problèmes qu'on crée. On verra lorsqu'elle tue Terence qu'elle n'hésite pas à recourir à la violence. Même si elle dit que c'est dans un acte de pitié qu'elle le tue, elle ne montre aucune trace de regret, et se permet même de tuer des créatures pour aucune raison. Ce personnage répond à strictement tous les critères d'un comportement de psychopathe, et aux yeux de Asie c'est un danger, car sa détermination n'inclut absolument pas la survie de ses semblables. C'est également pour ça qu'elle abandonne son camarade Barry sur la planète. Elle priorise la récupération de matériel à la vie de ses plus proches compagnons. Chris répond à un code très étrange qui n'est pas trop expliqué dans cette saison. On comprend qu'elle a un background de survivante, mais en l'état son comportement est compliqué à expliquer.
Elle utilise les autres pour servir ses intérêts, et elle aide son groupe uniquement si ça sert ses propres intérêts. Et si le groupe est réduit, elle écrase immédiatement ceux qui en sortent. On peut se demander si elle a un passif avec l'abandon qu'elle semble reproduire constamment, mais on n'aura malheureusement pas la réponse dans cette saison. À la fin de la saison, tous nos personnages se retrouvent au Déméter. Ursula après avoir perdu Sam, Cayman toujours dans l'abdomen de Hollow, et Asie qui se fait secourir par Ursula après son accrochage avec Chris et Barry. Sur le chemin d'ailleurs, Ursula découvre Levi, toujours en vie, mais totalement reconstitué par les plantes. Elle ne se sent plus concernée par le sort des humains et pourtant, elle part à la rescousse d'Asie lorsqu'elle apprend qu'elle est en danger. Alors qu'Asie lui fait face toute seule, Levi intervient finalement. Avec la voix de Fiona, elle pourrait être la confrontation des erreurs de Cayman, alors que Hollow serait son avidité, son armure d'égoïsme. Pourtant, comme on l'expliquait plus tôt, elle commence à faiblir pour une raison qui n'est pas directement expliquée. La confrontation entre les survivants et Hollow est intense. Évidemment, pour qu'il y ait une issue positive à l'histoire de Cayman, c'est Levi qui détruit l'excroissance de Hollow. De cette manière, l'adaptation l'emporte sur la domination, laissant Cayman prêt à abandonner Hollow, revenu sous sa forme d'origine. À ce moment-là, Chris s'est déjà enfui, sans Barry. Le dernier moyen pour quitter la planète s'est donc évaporé. Heureusement, Ursula et Barry ont tout de même pu sauver une partie des membres de l'équipage restés en hibernation. Ensemble, ils arrivent à se construire une communauté à bord des restes du vaisseau, en harmonie avec la nature de Vesta. Là encore, on y retrouve cette fleur blanche. On voit que Levi, elle, a continué son travail en créant la vie des versions miniatures d'elle. De manière générale, il y a une véritable imagerie des plantes dans plusieurs aspects de la série. La rose de Déméter, la fleur blanche. D'ailleurs, même le choix de Déméter pour le nom du vaisseau est intéressant. Dans la mythologie grecque, elle est la mère de la Terre, descendante de Gaïa. Dans la mythologie romaine, on peut aussi citer Vesta, qui est une des autres terres-mères, puisqu'elle est la déesse du foyer romain. Pour autant, la fleur blanche reste un énorme mystère. Elle apparaît sur les morts de toute la planète, mais semble aussi être capable de créer la vie. Dans Subnautica, l'équivalent de ça, et finalement de ce qu'on peut retrouver ici sur Terre, c'est le phytoplancton. On ne le voit pas, mais il est un des acteurs majeurs de la vie sous l'eau. Il produit pas moins de 50% de l'oxygène consommé par la vie sous-marine sur toute la planète. C'est le même processus qui se produit sur 45-46b, sauf que là, en dehors de la zone habitable dans laquelle l'Aurora atterrit, il n'y a plus de vie en dehors des léviathans et de vie microscopique. S'il y a de la vie dans la zone où l'on évolue, c'est parce que des phytoplanctons continuent d'être produits avec l'enzyme 42. Dans le lore du jeu, on apprend que les Peepers, des petits poissons, ont été entraînés par la civilisation alien disparue à traverser les conduits pour déverser l'enzyme dans la zone afin de conserver cette vie. Cette enzyme, elle est créée par une seule créature encore vivante sur cette planète, l'Empereur des mers. Cet immense monstre des mers, qui pourrait sembler être au sommet de la chaîne alimentaire des 50 systèmes alentours, remplit en fait un rôle majeur dans la survie de l'écosystème de la planète. Et on peut supposer que c'est totalement le rôle que joue la fleur blanche. Pendant ce temps, au milieu de nulle part, c'est le vaisseau dans lequel s'enfuit Chris, qui est envahi par cette même nature, lorsqu'elle a accepté de mettre une mystérieuse fleur blanche à l'intérieur. Un vaisseau complètement différent, avec des occupants tout droit sortis de Warhammer 40 000, pénètre dans la navette de Chris. Et j'y découvre cette dernière, à peine vivante et surtout une espèce de Levi miniature. C'est donc sur ce cliffhanger que s'achève la série, et même si c'est une conclusion tout à fait satisfaisante, il y a de nombreuses questions qui restent en suspens. Pourtant, je suis sûr qu'on aura plus de réponses si on a une saison 2. Pour le moment, le projet de Scavenger's Reign ne semble pas avoir le soutien des sociétés de production ou des plateformes qui ne le mettent pas en avant, et la possibilité d'une suite est incertaine. C'est bien pour ça qu'il faut donner tout le soutien qu'on peut à cette incroyable série d'animation pour avoir droit à la suite de cette fascinante histoire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette série offre un spectacle d'une rare originalité, sans oublier l'incroyable OST qu'on vous invite à découvrir même si vous n'avez pas regardé la série. Allez vraiment écouter les extraits de l'OST parce que ça me file des frissons à chaque fois. Si vous voulez qu'on continue à discuter de Scavenger's Reign, sachez qu'on sera en live ce soir à 21h30 sur Twitch. Vous trouverez le lien en description si jamais vous avez envie de passer un petit coucou histoire de bavarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine transmission. Salut les survivants. Fin de transmission.